Donc voilà, je travaille effectivement au laboratoire HVAC, chauffage et ventilation du CSTC et je vais vous parler principalement aujourd'hui des deux types de remplacements pour lesquels on reçoit le plus de questions, c'est-à-dire le remplacement d'anciennes chaudières atmosphériques de type B11BS sur des conduites type shunt et le remplacement des chaudières haut rendement de type HR+, sur des anciens conduits de type CLV en tirage naturel. Alors dans les 2 cas, il s'agit bien évidemment d'appareils qui fonctionnent au gaz naturel. Donc les conduits de type shunt, hein, ce sont des conduits de fumée collectifs que l'on retrouve classiquement dans des bâtiments de type Etrimo ou Amlinx, qui datent typiquement des années 60 et des années 70. Alors ça consiste essentiellement en un conduit collectif principal, hein, que l'on voit ici sur la gauche. J'espère que vous voyez bouger ma souris. Et que l'on retrouve également sur la petite photo vue du dessus, où l'on voit un boisseau maçonné. On voit l'orifice de gauche, c'est le conduit principal, le conduit collectif, et l'orifice de droite, c'est le conduit individuel qui fait généralement un étage de l'immeuble et sur lequel est directement raccordée la chaudière atmosphérique de type B11BS. Alors, une chaudière atmosphérique, ça signifie un brûleur qui fonctionne sans ventilateur et le modèle B11 est un modèle équipé d'un coupe-tirage, c'est-à-dire une ouverture d'amener d'air qui est située dans la chaudière et qui est directement raccordée au conduit de fumée et qui permet de réguler le tirage pour l'appareil en cas de tirage, par exemple, trop important dans le conduit de fumée. L'appareil B11BS est également équipé d'une sécurité anti-refoulement, c'est-à-dire que si pour l'une ou l'autre raison, il y a un défaut de tirage dans le conduit et un refoulement de la fumée venant de l'appareil à l'intérieur de l'appartement, eh ben ce système de sécurité va détecter une température trop élevée et va à ce moment-là couper l'appareil. Donc voilà, ce sont des appareils qui sont bien évidemment plus ce qui se fait de mieux sur le marché, hein, qui ont été bien évidemment remplacés par des chaudières à condensation lorsque c'est possible depuis. On voit aussi que il y a souvent un nombre relativement important d'appareils qui sont raccordés sur un conduit collectif. Et comme je vais vous l'expliquer plus en détail dans le suite de la présentation, le problème principal, il est certes d'ordre technique, mais principalement, il se déroule au niveau de la planification de ces interventions. À savoir qu'il faut, généralement que l'ensemble des appareils, soient remplacés simultanément pour pouvoir faire une bonne rénovation du conduit de fumée. Et donc voilà, le remplacement individuel par un appareil plus performant, est généralement impossible. Alors je vais vous présenter toute une série de questions, hein, toute une série de questions, que l'on nous pose le plus fréquemment et pour lesquelles on peut à chaque fois donner, une réponse, très brève et très précise. La première, c'est: «Est-ce que je peux raccorder une chaudière à condensation à la place de mon ancienne chaudière atmosphérique de type B11BS et raccorder sur le conduit de fumée collectif?» Eh bien ici, la réponse elle est très claire, c'est non. Un conduit shunt n'est pas adapté pour ces chaudières à condensation. Alors pour plusieurs raisons, hein. Il faut savoir que l'ensemble du conduit collectif et des appareils et des chaudières, raccordées, ben, est dimensionné pour fonctionner, pour pouvoir bien fonctionner, quelles que soient les conditions. Tous les appareils qui fonctionnent à puissance nominale ou bien un seul appareil qui fonctionne tout seul à puissance réduite. Normalement, le conduit est censé pouvoir bien fonctionner dans ces conditions-là. Si on vient installer un nouvel appareil, une chaudière à condensation qui va, produire de la fumée à plus basse température, mais également un débit de fumée moindre, éventuellement, selon les appareils, une évacuation de la fumée en surpression. Il n'y a aucune garantie que le tirage, dans le conduit collectif, ne sera pas perturbé. Alors si on ne remplace qu'un seul appareil, ça pourrait éventuellement toujours fonctionner, mais si on remplace 2, 3 appareils davantage, à partir d'un certain moment, ça ne fonctionnera plus. Donc il y a clairement un problème, du tirage. Un problème possible de refoulement de la fumée par le coupe-tirage des autres appareils, c'est-à-dire la fumée qui sort d'un appartement et qui refoule dans un autre appartement. Alors il faut savoir que, comme je vous l'ai dit dans un slide précédent, ces appareils sont équipés d'une sécurité anti-refoulement, mais qui ne concerne que l'appareil lui-même. C'est-à-dire si le dispositif de sécurité détecte un refoulement de la fumée, il va couper l'appareil. Ça veut dire que
si le refoulement provient de l'appareil lui-même, le refoulement va à ce moment-là s'arrêter. Mais si le refoulement provient d'un autre appareil, eh ben, le dispositif de sécurité qui est installé sur chaque chaudière B11BS ne servira dans ce cas à rien. De plus, si on ajoute des chaudières à condensation, ben, il y a un risque qu'il y ait production de condensat à l'intérieur du conduit de fumée, qui n'est pas prévu pour fonctionner en présence de condensation. Donc on pourrait avoir un taux d'humidité qui augmente, des dégâts qui seraient apportés à ce conduit, ainsi qu'aux parois directement voisines des conduits. Donc on pourrait avoir, in fine, des problèmes d'humidité. Donc à la première question, est-ce que je peux raccorder une chaudière à condensation sur le conduit collectif shunt? La réponse est non. Alors la question qui se pose, si ma chaudière est hors service et que j'ai besoin rapidement d'un nouvel appareil, qu'est-ce que je peux faire? Ben, la seule chose qu'on peut faire, c'est remplacer l'appareil par une chaudière identique de type B11BS. Maintenant, bon, quelque part c'est compréhensible, hein, on voit aujourd'hui il commence à faire froid. Si ma chaudière tombe en panne aujourd'hui, ben, il me faut une solution de remplacement très rapidement pour maintenir une température suffisante dans l'appartement. C'est-à-dire si je choisis. Donc là, j'ai toujours la possibilité de choisir de remplacer ma chaudière B11BS par une autre chaudière B11BS, une chaudière B11BS moderne. Mais maintenant, la question se reposera de nouveau dans 15 ans, dans 20 ans, et ça ne fera pas avancer la problématique de la rénovation de l'ensemble des appareils du conduit. D'où ma remarque que j'ai fait au début de la présentation de planifier tout ça au niveau de la copropriété. Alors il faut savoir qu'il y a un règlement européen qui autorise la mise sur le marché d'appareils non à condensation et destinés spécifiquement aux conduits shunt existants, en l'absence de solutions économiques raisonnables pour, euh, pour la rénovation des appareils du conduit. Et donc, il y a des exigences, hein. Ces chaudières doivent présenter une efficacité énergétique saisonnière supérieure ou égale à 75 degrés, ce qui est le cas sans trop de problèmes de ces chaudières B11BS. Et par contre, il y a une nouvelle exigence depuis le 26 septembre 2018 qui porte sur le taux d'émission d'oxyde d'azote. Alors, cette exigence est plus difficile à respecter pour les chaudières B11BS, mais néanmoins, il y a certains fabricants qui mettent sur le marché des appareils qui répondent à ces deux critères. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore trouver des appareils B11BS qui sont destinés à être installés sur ces conduits shunt. Alors, une question qu'on a aussi souvent, c'est qu'on a entendu dire qu'il était obligatoire de remplacer son ancienne chaudière B11BS par un appareil à condensation. Alors, c'est faux. Une telle obligation ne figure ni dans la directive éco-conception, donc directive européenne, ni dans la réglementation PEB. Il y a des exigences minimales qui sont fixées au niveau du rendement des appareils. Et encore une fois, je reviens sur ce texte du règlement de la Commission européenne. Ces chaudières, il existe aujourd'hui des chaudières de type B11BS qui satisfont à ces exigences et qui peuvent être installées sur un conduit shunt. Donc il n'y a aucune obligation de remplacer sa chaudière par une chaudière à condensation, même si c'est souhaitable, hein, bien sûr, d'utiliser des appareils plus performants. Je vous montrerai dans la suite de la présentation des solutions techniques qui permettent de le faire, mais qui passent systématiquement par le remplacement simultané de l'ensemble des appareils et par la rénovation du conduit de fumée. Alors, une question qui revient aussi fréquemment, c'est est-ce que je peux faire passer le tubage de ma nouvelle chaudière dans le conduit collectif? Par exemple, je remplace ma chaudière atmosphérique de type B11BS par une chaudière à condensation et je fais passer le tubage. Donc, je ne raccorde pas directement la chaudière sur le conduit collectif, mais je fais passer un tubage individuel à l'intérieur du conduit collectif. Alors c'est bien évidemment interdit parce que la présence, on le voit sur la figure de droite, hein, la présence du tubage à l'intérieur du conduit collectif réduit la section de passage pour l'évacuation de la fumée provenant des autres appareils. Il pourrait y avoir un défaut de tirage et un problème d'évacuation de la fumée, une mise en sécurité des autres appareils. Donc finalement, l'impossibilité pour les autres appartements d'être chauffés correctement. Alors, comment faire pour installer une chaudière à condensation dans ce cas sur un conduit collectif? C'est un petit extrait d'un article qui a été publié par le CSTC, hein, dans un CSTC Contact. Mais il existe des solutions techniques. Il existe beaucoup de solutions techniques, mais dans tous les cas, il faut remplacer l'ensemble des appareils et rénover le conduit.
Comme le conduit collectif fait partie de la copropriété, ben, c'est quelque chose qui doit être géré au niveau de la copropriété. Et toute la difficulté réside dans le fait d'avoir tous les propriétaires d'accord et simultanément d'accord pour financer cette rénovation. Euh, des problèmes qui se posent très souvent, hein, on l'a vu dans les slides précédents, c'est qu'il est possible de remplacer un appareil par un appareil de type B11BS. Et donc certains propriétaires vont, sans consulter la copropriété, faire ce remplacement. Et s'ils ont acheté un nouvel appareil très récemment, ils n'auront pas envie d'investir à nouveau dans la rénovation de ce conduit. Et donc le problème, c'est qu'au fur et à mesure du remplacement d'appareils, on se retrouve toujours avec des propriétaires qui sont dans une situation où ils viennent de faire un investissement et ils n'ont pas la volonté d'en refaire un dans l'immédiat. Alors que les solutions techniques dont je vais vous parler, elles ne fonctionnent que si elles sont réalisées simultanément par l'ensemble des propriétaires, et je le rappelle, implique le remplacement simultané de tous les appareils et la rénovation du conduit de fumée. Alors, ici sur ce slide, on voit un certain nombre de solutions possibles, hein. La première, voilà, la dénomination des appareils fait partie est décrite dans une norme européenne, hein, mais les appareils, qu'ils soient de type C3, C5, ce sont des appareils étanches. Les appareils de type B2, B3 sont des appareils non étanches. Dans la pratique, il faut savoir que c'est potentiellement le même appareil. C'est-à-dire si vous achetez une chaudière de type étanche, vous pouvez la monter soit comme une chaudière de type C3, c'est-à-dire avec deux conduits, un conduit pour l'évacuation de la fumée et un conduit séparé pour l'amener d'air comburant. Ça s'appelle le montage C3. Les conduits peuvent être soit en parallèle, comme sur la partie de gauche, soit concentriques, comme sur la partie de droite. On a également le montage de type C5, où là, l'air est prélevé en façade par un conduit et l'air est évacué, la fumée pardon, est évacuée par un tubage à l'intérieur du conduit fumé. La chaudière de type C9 est encore une variante où l'air comburant est prélevé dans le conduit collectif, hein, et si vous voulez, on a une partie concentrique du conduit et une partie individuelle. Et ensuite, on a les appareils de type B2 ou B3, où là, l'air est prélevé directement dans l'espace d'installation. Mais ça dépend la plupart du temps uniquement de la manière dont est fait le raccord. L'appareil, en tant que tel, peut être strictement identique. Alors, toutes ces solutions sont possibles, toutes ces solutions sont valables. Euh, Ça dépend essentiellement de la place qui est disponible dans l'ancien conduit collectif. On voit par exemple, si on a des conduits parallèles, on va avoir deux conduits de plus petit diamètre. Si on a un conduit concentrique, on va avoir un conduit concentrique, mais dont le diamètre extérieur sera plus important, puisque le conduit va servir à la fois à l'intérieur pour l'évacuation de la fumée et pour la partie extérieure à l'amener d'air comburant. L'avantage du système de type C5 ou C9, c'est que comme l'air comburant provient soit de la façade, soit de l'intérieur du conduit de fumée, eh ben, le conduit, le tubage qui sera utilisé pour l'évacuation de la fumée pourra avoir un diamètre plus faible. Ce sera d'autant plus le cas si la chaudière permet d'évacuer la fumée en surpression. Alors, au plus la surpression sera élevée, au plus on pourra faire passer le même débit de fumée par un conduit de diamètre inférieur, ce qui va augmenter les possibilités de placer davantage de conduits individuels dans le conduit collectif, et donc ce qui facilitera la mise en œuvre d'une solution comme celle présentée. Donc dans les trois configurations qui sont présentées, à chaque fois, chaque appareil est raccordé individuellement sur un tubage, mais c'est juste que ce tubage passe à l'intérieur de l'ancien conduit collectif. Alors il existe également des solutions collectives, c'est-à-dire par exemple dans la nouvelle terminologie, le montage C4, ce sont des systèmes en tirage naturel qui ne se font plus tellement. Auparavant, le système en surpression s'appelait C4P, un P pour surpression. Maintenant, ce système s'appelle le C10 ou le C11. Mais voilà, dans tous les cas, l'appareil est raccordé par un conduit concentrique ou par deux conduits parallèles sur un conduit concentrique collectif ou deux conduits concentriques parallèles, comme on le voit sur la deuxième figure. Et dans le troisième cas, je ne pense pas que ça s'appelle le montage de type C4, mais finalement,
peu importe la dénomination, ce qui compte, c'est la manière dont c'est réalisé. On a un conduit collectif pour l'évacuation de la fumée et l'amener d'air comburant se fait via l'espace disponible, l'espace résiduel disponible dans la gaine technique. Et donc, si on manque de place dans le conduit de fumée, bah, cette solution permet, d'autant plus que l'appareil évacue la fumée en surpression, ben, de pouvoir placer un conduit unique de diamètre inférieur et qui trouvera plus facilement sa place dans l'ancien conduit collectif. Il existe encore toute une série de possibilités, hein. Donc là, on voit, c'est exactement le même type d'appareil. On a un conduit collectif dans la gaine pour l'évacuation de la fumée, mais l'amener d'air comburant se fait en façade. Ou bien alors, on a tout simplement des appareils qui ne sont à ce moment-là pas des appareils étanches, ou bien des appareils étanches, mais qui sont montés comme des appareils non étanches, donc qui prélèvent l'air comburant dans l'espace d'installation et qui évacuent la fumée via un conduit collectif unique dans l'ancien conduit collectif. Ce qui est également possible, hein, c'est de combiner, pour autant qu'il y ait la place nécessaire, conduit collectif et conduit individuel dans l'ancien conduit de fumée. Ce qui est important, c'est que euh, toutes les chaudières soient à ce moment-là tubées individuellement et qu'il n'y ait pas une chaudière qui doive encore se raccorder sur l'ancien conduit collectif dans lequel devrait être évacuée la fumée, mais dans lequel se trouverait par ailleurs des, des autres conduits d'évacuation de la fumée qui obtureraient une partie de la section disponible. Et donc, pour le tubage également, hein, il existe de nombreuses solutions techniques, des tubages rigides, des tubages flexibles, des tubages métalliques, des tubages synthétiques, même des tubages thermodurcissants, donc une résine thermodurcissante qui est rigidifiée en la chauffant avec de la vapeur d'eau. Des conduits simples parois ou des conduits concentriques. Encore une fois, des conduits circulaires ou des conduits de section un peu particulière. Il existe pas mal de solutions techniques différentes qui s'adaptent au mieux en fonction de la section disponible dans l'ancien conduit de fumée, du nombre de dévoiements. C'est clair que si l'ancien conduit de fumée maçonné change de direction à plusieurs endroits, ce sera plus simple d'y faire passer un conduit flexible qu'un conduit rigide. Inversement, si l'ancien conduit maçonné est bien rectiligne, ce sera éventuellement plus simple de faire passer un conduit rigide. Ça dépendra bien évidemment de la technique que maîtrise le mieux l'installateur qui sera chargé de réaliser les travaux. Alors une deuxième catégorie de conduits pour lequel la question du remplacement d'anciens appareils se pose, ce sont les conduits CLV en tirage naturel, hein. CLV, c'est Combinatie Luchtvoer Verbrandingsgasafvoer, donc c'est tout simplement euh, c'est un conduit qui vient certainement des Pays-Bas, mais ça signifie simplement que l'évacuation de la fumée et l'amener d'air comburant est réalisée au sein d'un conduit concentrique. Initialement, ce type de conduit fonctionnait en tirage naturel, hein, c'est-à-dire c'est uniquement la différence de température entre la fumée et l'air ambiant qui crée une poussée vers le haut et qui permet l'évacuation de la fumée. Et il y a en bas de ces conduits une recirculation, c'est-à-dire l'amener d'air rentre par la partie supérieure, descend et pénètre ensuite dans la partie conduit de fumée, où vient s'ajouter l'évacuation de la fumée des différents appareils. Ce sont les appareils qui étaient raccordés étaient des chaudières de type HR+, donc des chaudières haut rendement, mais qui ne fonctionnaient pas nécessairement avec de la condensation. Ce sont des conduits qui sont souvent en aluminium. Alors, il faut faire attention que toutes les nuances d'aluminium ne permettent pas de résister à la condensation. En tout cas, n'ont pas la même résistance à la condensation. Pardon. Et comme ce type de conduit fonctionnait en tirage naturel, eh bien, généralement, leur diamètre était très important. Donc on voit par exemple pour une vingtaine d'appareils de 25 kW raccordés, j'ai pu retrouver dans d'anciennes notices de fabricants qu'on avait des conduits type CLV dont le diamètre extérieur, hein, donc la partie extérieure du conduit concentrique, pouvait aller jusqu'à 56 cm. Donc ça prend pas mal de place dans la gaine technique. Par contre, les conduites CLV modernes, hein, ceux qu'on installe principalement aujourd'hui, fonctionnent en surpression. Il n'y a plus d'ouverture d'équilibrage entre le conduit d'évacuation de la fumée et le conduit d'amener d'air. Chaque chaudière est équipée d'un ventilateur qui permet l'évacuation de la fumée
en surpression. Ça peut varier de quelques dizaines de pascals jusqu'à 250 pascals, donc c'est pas négligeable. Et chaque appareil est équipé, soit en interne, soit au niveau du conduit de raccordement, d'un clapet anti-retour pour éviter justement la recirculation de la fumée, à l'intérieur des appareils. Comme le conduit d'évacuation de la fumée fonctionne en surpression, bah, son diamètre, est inférieur et on voit qu'on peut avoir un diamètre de, 350 millimètres, donc 35 centimètres pour, 20 appareils raccordés. Il faut comparer ça aux 56 centimètres dont j'ai parlé à l'instant. Donc une question qu'on nous pose souvent, c'est de savoir si on peut remplacer, sur ces anciens conduits CLV en tirage naturel, une chaudière au rendement par, une chaudière à condensation. Bon, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit pour le conduit shunt, ces conduits de fumée type CLV sont également dimensionnés, hein, selon une norme européenne 13 384-2 pour les conduits collectifs, sont également dimensionnés pour s'assurer que tous les appareils pourront bien fonctionner quel que soit le mode de fonctionnement, c'est-à-dire aussi bien tous les appareils à puissance nominale qu'un appareil seul à puissance réduite, et que le dimensionnement est réalisé pour s'assurer, par exemple, qu'il n'y ait pas de condensation, si le conduit n'est pas résistant à la condensation. Si le conduit est résistant à la condensation, dans ce cas, le dimensionnement le permet, mais le dimensionnement doit éviter le risque de gel. Donc le dimensionnement doit être réalisé pour éviter que la température ne descende en dessous de 0 degré à l'intérieur du conduit. S'il y a gel, il y a possiblement obstruction du conduit de fumée et bah, dans ce cas, forcément, la fumée ne peut pas être évacuée, les appareils ne peuvent pas fonctionner. Et donc, est-ce qu'on peut remplacer, un ancien appareil, type chaudière haut rendement par une chaudière à condensation? Bon, la réponse est que, ça doit faire, l'objet d'un calcul justement selon cette norme européenne pour vérifier, si c'est possible. Ça pourrait fonctionner dans certains cas, pour l'un ou l'autre, appareil, mais probablement pas pour tous. De plus, le conduit, en aluminium n'est pas nécessairement adapté à la condensation. Auparavant, on avait des appareils haut rendement, donc qui sont prévus pour fonctionner, sans condensation. Maintenant, il pouvait y avoir éventuellement de la condensation dans le conduit, hein, en fonction de la manière dont celui-ci avait été dimensionné. Mais ici, si on remplace les appareils par des appareils à condensation, il y aura certainement de la condensation dans le conduit. Et là, il faut être certain que ce conduit soit capable allez, de supporter ces condensats de manière continue pendant des périodes relativement longues. Et donc, on ne peut pas répondre directement à cette question. C'est possible, hein, potentiellement c'est possible, mais ça nécessite de réaliser à nouveau ce dimensionnement et il est fortement conseillé à ce moment-là de demander l'avis du fabricant. Par contre, comme l'ancien conduit de type CLV a un diamètre bien plus important en raison du fait qu'il fonctionnait en tirage naturel, il est également possible, sans devoir le démonter, de raccorder des nouveaux appareils. À ce moment-là, on fonctionne selon le même principe que pour le conduit shunt. On remplace l'ensemble des appareils simultanément et sans devoir démonter l'ancien conduit CLV, ce qui coûterait de l'argent, on peut faire passer un tubage pour l'évacuation de la fumée à l'intérieur de l'ancien conduit d'évacuation de la fumée. Et donc voilà, on se retrouve finalement avec une configuration telle que le représente le schéma ici en dessous, à part il faut remplacer l'ancienne conduit maçonné, l'ancien conduit de fumée maçonné, pardon, par l'ancien conduit intérieur du conduit CLV. Donc en résumé, il y a probablement de la place à l'intérieur de l'ancien conduit interne du système CLV pour venir placer un nouveau conduit collectif qui pourrait desservir à ce moment-là toutes les nouvelles chaudières de type étanche qui fonctionneraient en surpression, ce qui permettrait d'avoir un conduit de diamètre moindre. Bon, il faut bien évidemment vérifier avant ça la stabilité de l'ancien conduit type CLV, hein. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'on peut venir placer un tubage à l'intérieur de ce conduit sans compromettre sa stabilité. Euh, Ce qui est également possible, hein, bon, ça je vous le donne plus pour information parce que dans la pratique, je ne pense pas que c'est une solution
pardon, qui est fréquemment mise en œuvre, c'est que plutôt que de raccorder des nouveaux appareils sur l'ancien conduit collectif, on prévoit d'installer un nouveau conduit collectif pour l'évacuation de la fumée à l'extérieur du bâtiment. C'est pas évident parce que c'est pas nécessairement autorisé par les règlements urbanistiques, ou c'est pas nécessairement souhaitable. Et donc, on raccorde les nouveaux conduits d'abord comme un système de type ventouse en façade. Il faut aussi savoir que sur un immeuble d'appartement, c'est pas nécessairement facile de trouver un endroit où on peut venir placer un tel terminal de type ventouse à proximité des fenêtres et également en hauteur. Allez, il ne suffit bien évidemment pas de carotter de l'intérieur vers l'extérieur en faisant tomber d'éventuels débris de plusieurs dizaines de mètres de haut. Donc, c'est pas nécessairement une tâche aisée, mais ça reste quand même une solution technique envisageable. Hein, donc de venir raccorder individuellement les appareils en façade, et puis une fois que tous les appareils sont raccordés, de venir installer euh, un conduit collectif. Donc voilà, une solution possible, mais qui dans la pratique n'est pas mise en œuvre très fréquemment. Voilà, c'est ici que se termine ma présentation. Alors, si vous avez des questions, je peux maintenant y répondre. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Cuborne. Alors, en effet, il y a déjà quelques questions. Alors, je vais juste partager tac, le fichier. Alors, il faudra juste arrêter votre partage, Voilà. je pense. Voilà, parfait. Alors, est-ce que vous voyez comme moi? Mhm. Parfait. Donc, la première question, doit-on créer un nouveau conduit quand on remplace la chaudière au mazout par une chaudière au gaz? Donc, on parle ici de chauffage central. Donc, les chaudières eau chaude sanitaire individuelles des appartements ont déjà été remplacées. Donc, boiler électrique. Alors, si je comprends bien la question, doit-on créer un nouveau conduit quand on remplace la Conduit chaudière? lorsqu'on remplace, oui. Ah, bon, allez, à ma connaissance, il n'y a pas de chaudières au mazout qui ont été raccordées sur ce genre de conduit collectif. Hein, c'est des solutions qui ont été, essentiellement mises en œuvre, hem, en ville et principalement à Bruxelles et dans d'autres grandes villes. Donc on était essentiellement sur des solutions, avec du gaz naturel. Hem, Maintenant, allez, si je peux essayer d'élaborer un peu, sur la question. On a remplacé les chaudières dans les appartements par des, par des ballons électriques pour faire l'eau chaude sanitaire, et on a, peut-être une chaudière collective, pour l'ensemble des appartements. Allez, je ne sais pas si la personne, qui a posé la question peut éventuellement y apporter un complément d'information, ou peut-être c'est pas facile de fonctionner comme ça, Mhm. Oui, c'est dans ça. la présentation. Donc, la Hem, personne, n'hésitez pas à compléter, hein, donc ouais. la question. OK. Mais en tout cas, allez, Mhm. si on est dans le cas d'un conduit shunt, bah, ce conduit ne sera absolument pas dimensionné pour une chaudière collective au mazout, et donc certainement allez, la meilleure solution sera d'avoir un tubage, spécifique pour cette chaudière collective. Mais voilà, allez, je ne veux pas trop m'avancer sur cette question, je ne suis pas sûr que c'était vraiment ça le but. Très bien. Alors, une autre personne qui dit qu'il n'y a pas de chauffage central dans l'immeuble, hein. Donc, il a actuellement 2 chaudières dans son appartement. Donc, une pour le chauffage, une autre pour l'eau chaude sanitaire. Elles doivent toutes 2 être remplacées, ou adaptées au gaz riche. Donc, est-ce qu'il est nécessaire, de placer une chaudière mixte, donc il fait les 2, ou bien est-ce qu'il faut placer, ou est-ce que c'est plus intéressant de placer, 2 chaudières gaz? Alors, bon, allez, d'abord, c'est tout à fait possible que ces appareils puissent être adaptés pour le gaz riche, hein. C'est très souvent le cas. Il s'agit juste d'un petit réglage qu'un technicien gaz, vient faire. Maintenant effectivement, c'est certainement intéressant, plutôt que de racheter, de nouveaux appareils, de racheter une chaudière qu'on appelle double service. Et maintenant, avec les possibilités de modulation, des appareils modernes, on a un appareil qui sera tout à fait capable de faire à la fois les 25 kilowatts, pour l'eau chaude sanitaire, et de descendre à des puissances, bien inférieures, pour le chauffage de l'appartement. Donc oui, c'est certainement intéressant d'acheter une chaudière mixte. Et est-ce que le conduit doit être, remplacé? Bah, ça dépendra, bien évidemment. Est-ce que le conduit était adapté? Est-ce que le conduit est adapté à la condensation? Est-ce que le conduit est adapté aux surpressions?
Si ce sont de vieux appareils, il est très probable que ce ne soit pas le cas. Donc probablement que l'ancien conduit devrait être remplacé. Je suppose que c'est un conduit individuel. Si c'est un conduit collectif, alors, voilà, il faut revenir bien évidemment vers les informations données dans la présentation. Très bien. Alors, y a-t-il des subsides pour une copropriété qui remplace sa chaudière au mazout par une chaudière à condensation? Alors, ça, je n'en sais rien, hein. Les subsides, ça Ça, je peux dépend. peut-être y Oui, répondre. Donc il existe, 2 subsides. Donc vous avez la prime à la rénovation, donc qui est une prime qui se demande individuellement. Donc elle est accessible à toutes les propriétaires occupants, donc le bien doit avoir 30 ans et la prime est calculée sur base de la localisation du bien et des revenus du ménage demandeur. Donc c'est la prime, rénovation donc qui se demande avant travaux et puis vous avez la prime énergie, donc qui peut être demandée par l'ACP, donc voilà, ou bien individuellement. Là, de nouveau, la prime est calculée sur base de la localisation du bien et des revenus du ménage demandeur. Donc, si c'est l'ACP qui fait la demande, vous tombez dans la catégorie C, pardon, la catégorie la plus favorable. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les subsides, contactez-nous ou bien consultez sur notre site web. Les informations s'y trouvent, hein. Ça va? Quel entretien faut-il prévoir de ces nouveaux tubages? alors il n'y a pas d'entretien spécifique pour ces nouveaux tubages. C'est le même entretien que pour l'ancien conduit de fumée. Je pense que dans les règlements des différentes régions, il y a une obligation pour les appareils au gaz d'un entretien. Je ne connais pas exactement, les modalités, mais tous les ans ou tous les 3 ans, il y a une inspection du conduit de fumée qui est fait. Alors, il faut savoir que c'est pas comme pour un poêle à bois, hein, c'est pas un conduit qui va s'encrasser, il va pas y avoir de la suie ou des goudrons qui vont venir se déposer dessus. Maintenant voilà, éventuellement de la poussière, ces appareils, les anciens appareils, chaudière atmosphérique étaient, non étanches, donc étaient par exemple situés dans une salle de bain, donc il y avait toutes les fibres des tissus éventuellement qui passaient par là. Maintenant on parle de nouveaux appareils étanches, heu, donc il n'y a que l'air venant de l'extérieur et la fumée, produite par la combustion qui passe par ces conduits. Heu, donc voilà, à ma connaissance, il n'y a pas de ramonage, qui est nécessaire de ces conduits. Mais maintenant, voilà, il y a des règlements régionaux qui précisent certaines choses et certainement une inspection éventuelle. Mais ça, il faut le voir en détail dans ces règlements. Mais voilà, il n'y a pas un entretien spécifique. Très bien. Alors, comment a-t-on accès, à la gaine technique, pour mettre les conduits? Donc, les conduits sont-ils flexibles ou faut-il démolir les murs à chaque étage? Alors, ça dépend bien évidemment de la technique, la technique qui sera utilisée par l'installateur qui fait les travaux. Il faut savoir que dans un cas comme dans l'autre, qu'on mette un conduit flexible, un conduit rigide ou même un conduit thermodurcissant, au niveau de chaque raccord, à l'appartement, il va falloir venir mettre ce qu'on appelle un T de repiquage, et que ce T va devoir être fixé. C'est-à-dire qu'inévitablement, il faudra, au niveau de chaque appartement, venir faire, un trou. Un trou, ça c'est l'installateur qui connaît la dimension, dont il aura besoin, mais un trou qui sera nécessaire pour venir fixer, ce T de repiquage, correctement, pour le fixer correctement à la paroi. Voilà, même à ma connaissance, si on place un tubage individuel, il faudra à un moment donné venir fixer cette pièce de raccord, à la paroi et donc il est nécessaire effectivement de casser, de venir un peu casser la paroi dans chaque appartement. OK. J'aimerais juste revenir sur le point, par rapport aux subsides. Donc, les subsides dont je parlais concernaient le placement, d'une chaudière à condensation. Donc, on n'a pas encore d'informations quant au passage, de prime éventuelle pour le passage du mazout au gaz, hein. Donc dès qu'on aura les informations, bien sûr, on vous les communiquera. Alors, page suivante. Alors j'ai hop, donc une ancienne maison, de maître unifamilial est divisée en 3 appartements, avec pour chaque appartement une chaudière atmosphérique individuelle. Chacune des chaudières utilise un des boisseaux d'une ancienne cheminée. Vaut-il mieux tuber de manière individuelle ou un tubage collectif?
Si je comprends bien la question, il y a 3 chaudières et il y a 3 conduits de fumée, 3 bien combinés. séparés, hein. Mmh. Alors, oui, c'est pas évident de répondre directement à cette question. Moi, mon sentiment personnel, c'est que si on passe par, un système collectif, alors à ce moment-là, chaque, propriétaire perd un enfin chaque propriétaire ou chaque, locataire, je ne sais pas si le bien est vendu ou pas, mais partons du principe qu'à un moment donné, il est vendu, il est divisé en plusieurs appartements et vendu en plusieurs appartements. Chaque propriétaire se retrouve lié aux autres propriétaires pour le choix du remplacement de son appareil. Donc moi, je dirais par simplicité, ce serait de réaliser un tubage individuel de chaque appareil dans son ancien, conduit collectif. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire l'un ou l'autre? Au niveau technique, dans les 2 cas, ça fonctionnera aussi bien. Donc je dirais c'est davantage un aspect pratique. Chaque appareil garde, finalement toute possibilité de remplacement, d'une manière ou d'une autre, indépendamment du choix qui est fait pour les autres appareils. Très bien. Alors, dans les immeubles collectifs anciens, comment gérer donc, ou placer l'évacuation des condensats d'une chaudière à condensation? Alors, il y a 2 choses, hein. Il y a, l'évacuation des condensats de la chaudière même et il y a l'évacuation des condensats du conduit. Alors dans un appareil individuel, les condensats provenant du conduit vont revenir vers la chaudière et donc il n'y a que, l'évacuation des condensats de la chaudière qu'il faut gérer, et ça s'évacue à l'égout, avec un siphon, hein, de manière relativement classique. Ça les installateurs le maîtrisent bien. Si maintenant on fait le tubage, prenons l'exemple d'un ancien conduit shunt, si on fait un conduit collectif sur lequel seront raccordées des chaudières à condensation, là, il sera aussi nécessaire de venir gérer, dans la partie inférieure de ce conduit collectif, l'évacuation des condensats, ce qui sera dans ce cas davantage problématique parce que, bon, aussi bien si la chaudière est installée dans une cuisine que dans une salle de bain, eh ben, il y a une évacuation, des eaux usées. Alors que dans un pied d'ancien conduit maçonné, ce ne sera probablement pas le cas. Donc là, oui, il y a un certain travail de raccordement à faire, qui est effectivement plus complexe. Très bien. Alors, lors du changement, le modèle de chaudière doit-il être le même dans tout l'immeuble? Alors ça dépend, si toutes les chaudières sont raccordées sur le même conduit collectif, heu, a priori, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation que la marque, des appareils soit la même. Il n'y a pas, d'obligation réelle, mais dans la pratique, le dimensionnement sera fait pour des appareils identiques. Je dirais, il n'y a pas de raison non plus de se compliquer la vie et de venir mettre des appareils différents. Alors est-ce que c'est une obligation? Non, je ne pense pas, mais dans la pratique, j'imagine peu de situations dans lesquelles ce sera fait. Dès le moment où tous les appareils sont remplacés, simultanément, c'est une certaine, logique de choisir le même modèle, de la même marque plutôt que chaque propriétaire fasse son choix individuel. Très bien. Alors, quelle est la référence exacte du document du 26 septembre 2018 que vous avez cité? Alors je suppose qu'il s'agit du règlement européen. Alors la référence, je pense, si je ne dis pas de bêtises, elle est notée telle quelle dans la présentation. Ok, Allez, de mémoire, je ne l'ai pas comme ça en tête, hein, mais c'est le règlement, 813, voilà. Allez, le numéro précis est précisé dans la présentation. ok. Présentation que vous aurez bien sûr à la fin du cycle, hein. Donc, les vidéos et les slides seront disponibles sur notre site. Alors, faut-il ramoner la cheminée après installation d'une chaudière à condensation? Alors, est-ce qu'il faut ramener la cheminée après? Non, après, il n'y a aucune raison particulière. Par contre, ce qu'il faut éventuellement faire, c'est, nettoyer l'ancien conduit avant. Et encore une fois, ça dépend si c'est un ancien conduit, qui n'a été utilisé que pour des appareils qui fonctionnent au gaz, dans ce conduit, il ne va pas y avoir de dépôt combustible. Donc il n'y a pas de nécessité, de ramonage. Ce qui se passe, c'est que parfois,
si on a un conduit sur lequel a été raccordé, un appareil, qui ne fonctionnait pas au gaz, donc par exemple, si c'était un conduit qui a servi pour un poêle à bois et qu'on souhaite utiliser, ce conduit pour venir mettre une chaudière à condensation, dans ce cas, il est nécessaire d'effectivement de faire un nettoyage, préalable du conduit. Mais après, non, il n'y a pas de nécessité de nettoyer l'ancien conduit après l'installation de la chaudière à condensation. Et si la question, porte sur, le conduit, le nouveau conduit qui dessert la chaudière à condensation, eh ben non, généralement, allez, à ma connaissance, il n'y a pas de de nettoyage qui est nécessaire, pour le conduit d'évacuation de la fumée d'une chaudière à condensation. C'est une fumée très propre. Le fait d'ailleurs que la condensation soit autorisée est un gage de qualité de la fumée, hein. Il faut savoir que si quand on a de la condensation, par exemple dans un conduit, allez, sur lequel un poêle à bois est raccordé, bah, cette condensation se charge de toutes les particules, de suie, de goudron, et ça forme une pâte visqueuse assez salissante, donc dans ce cas, la condensation pose problème, mais la fumée d'un appareil gaz condensation est tellement propre qu'il n'y a à ma connaissance, aucune nécessité de nettoyage. OK. Alors, pourriez-vous, communiquer qui peut effectuer un état des lieux, donc des cheminées existantes et des chaudières atmosphériques, afin de réaliser un rapport détaillé et envisager les pistes possibles pour procéder au changement des anciennes chaudières atmosphériques? Alors effectivement, c'est peut-être la question la plus difficile à répondre, hein, je dirais il faut trouver un installateur qui sache le faire. C'est pas évident, hein. La plupart des installateurs ont l'habitude de remplacer des chaudières individuelles. Certains n'ont pas l'envie, pas le temps, pas la compétence technique de s'occuper, de gros chantiers, de ce type-là où, il faut encore gérer les points de vue différents, des différents, copropriétaires. Donc ça peut être un véritable, casse-tête. Donc il existe des installateurs qui le font. Alors est-ce que moi je peux en conseiller un? Non, je vais conseiller personne aujourd'hui. Mais voilà, ça doit pas être évident, il y en a pas énormément en tout cas. OK. Alors, précision, par rapport à une question précédente, donc pour le remplacement de chaudière mazout par une chaudière à condensation, il faut retuber la cheminée. Donc on dit je vais juste reprendre du coup la question peut-être. Alors je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Mmh, oui, c'était par rapport à cette première question-là donc, hein. Hem, oui, c'est une affirmation. Donc il faut retuber la cheminée. Mmh, très bien. Et ce qui est important en tout cas, hein, c'est que le conduit de fumée soit compatible, avec le nouvel appareil. Alors, si on fait l'hypothèse qu'on a une ancienne chaudière au mazout, qu'on remplace par une nouvelle chaudière gaz à condensation, dans tous les cas, les conduits ne seront pas compatibles. Parce que l'ancienne chaudière au mazout ne fonctionnera probablement pas avec condensation, la nouvelle chaudière gaz fonctionnera avec condensation. L'ancienne chaudière au mazout fonctionnait probablement en tirage naturel, avec éventuellement un régulateur de tirage, donc il y a une ouverture dans le conduit de fumée. La nouvelle chaudière fonctionnera très probablement en surpression. Heu, donc voilà, dans tous les cas, enfin dans tous les cas non, c'est pas vrai, mais très probablement l'ancien conduit d'évacuation de la fumée ne sera pas adapté, pour le nouvel appareil. Très bien. Alors, pour les petites copropriétés, une étude technique préalable est-elle conseillée? Donc, il semble que beaucoup de chauffagistes semblent ne pas bien maîtriser la situation. Oui, c'est correct, parce que c'est pas évident, j'ai repris ça dans beaucoup de questions au début de la présentation, hein. Est-ce qu'on est obligé d'installer, une chaudière à condensation? Est-ce qu'il existe encore, d'anciens appareils B11-BS? Est-ce qu'on peut encore les mettre? Ça fait pas mal de choses à connaître. Il faut savoir que dans pas mal de cas, l'état du conduit de fumée, n'est pas connu. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce que allez, parfois on se retrouve avec des situations un peu aberrantes, hein, où certains appareils ont déjà été remplacés. Donc en faisant une inspection, technique préalable, on se rend compte qu'il y a déjà un ou 2 tubages, dans le conduit collectif. Donc oui, certainement une petite étude technique, préalable est-elle conseillée? Bon, idéalement, celui qui fait cette étude technique, est la personne qui est l'installateur lui-même, hein, mais s'il n'est pas,
capable de le faire ou que ça ne fait pas partie des services qu'il offre, ben, je pense que dans tous les cas, oui, c'est quelque chose d'utile. Faire une inspection préalable, déterminer l'état du conduit, déterminer l'état, réel de la situation, combien d'appareils sont raccordés, ouais, ça semble effectivement une bonne idée. Alors, dans un immeuble, il peut y avoir des appartements de puissance très différents, qui nécessitent des chaudières de différentes puissances. Cela pose-t-il problème? Alors, si on parle du raccordement de plusieurs chaudières sur un conduit collectif, alors ça doit faire l'objet d'un dimensionnement. Maintenant, il faut aussi savoir que quand on allez, le grand classique, hein, aujourd'hui, c'est l'installation de chaudières double service de 25 kilowatts. Alors, cette puissance de 25 kilowatts, elle va servir pour la production d'eau chaude sanitaire, pardon, et la puissance pour le chauffage, elle, va être, nettement inférieure. Et les appareils maintenant ont une capacité de modulation de la puissance, très importante, elle est de l'ordre de 10. Donc un appareil pourrait descendre, aux alentours de 3 kilowatts. Et donc un appartement qui aurait besoin d'une puissance, supérieure à 20 kilowatts pour le chauffage, ce serait déjà vraiment donc dans la pratique, moi j'ai le sentiment que la chaudière double service de 25 kilowatts, doit pouvoir répondre aux besoins, aussi bien des appartements bien isolés que mal isolés, des grands appartements que des petits. Maintenant, encore une fois, si des chaudières de puissances différentes doivent être installées, ça fait l'objet d'un dimensionnement et a priori, ça ne pose qu'un problème de dimensionnement. Voilà, ce n'est pas exclu en tout cas. Très bien. Et techniquement, comment voit-on l'état du conduit? Alors il y a plusieurs manières de faire. Une manière la moins invasive, c'est de procéder avec un endoscope. Un endoscope, c'est tout simplement une caméra qui est placée au bout d'un dispositif, un peu flexible, un peu rigide, que l'on peut faire circuler, à l'intérieur du conduit de fumée, qui est capable de passer, au-delà des dévoiements, voilà, qui est équipé d'un petit système d'éclairage, pour pouvoir, fournir des images, venant de l'intérieur. Généralement, les personnes qui font, le remplacement, la rénovation de ce type de conduit sont équipées de ça. Ou sinon, il y a des gens qui font l'inspection, par exemple, des conduites, d'égouts, qui sont également équipées de ce genre d'appareil. Voilà, je ne sais pas s'ils ont l'habitude de le faire pour les conduites fumées, et à ce moment-là, n'importe quel orifice d'entrée peut être utilisé. Ça peut être fait à partir du débouché situé en toiture, ça peut éventuellement être fait à partir de d'une ouverture dans un appartement. Alors, attendez, je me perds dans mes pages. Alors, quand le conduit a été tubé, est-il obligatoire de remplacer l'ancienne chaudière? Il semble y avoir des techniques de tubage compatibles avec le maintien de l'ancienne chaudière, tant qu'elle Alors fonctionne. si je comprends bien la question, c'est quelque part la première interdiction que j'ai montrée, dans ma présentation, c'est-à-dire, un conduit collectif ou un conduit individuel qui serait placé dans l'ancien conduit collectif et une ou plusieurs chaudières qui continueraient de fonctionner dans cet ancien conduit collectif en présence d'un ou plusieurs tubages. Alors voilà, est-ce que ça va fonctionner ou pas? C'est tout à fait possible que ça fonctionne très bien. Ça, c'est difficile de le savoir a priori, mais c'est aussi très probable que ça fonctionne mal. Heu, donc voilà, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Il y a des techniques de tubage compatibles avec le maintien de l'ancienne chaudière tant qu'elle fonctionne. Ouais, je dirais tant qu'elle fonctionne, il y a pas de souci et les conduits, si on vient placer un conduit de fumée, qui est compatible avec la fumée, ben, que la fumée se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur, finalement, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Mais en tout cas, c'est pas la règle de bonne pratique. Le plus probable, hein, si, prends un exemple, si j'ai un conduit sur lequel, sont raccordés, un ancien conduit collectif Shun sur lequel sont raccordées, pardon, 6 chaudières, et ben, admettons, j'en tube une, individuellement à l'intérieur du conduit, ben, peut-être que ça ne va pas gêner le fonctionnement des autres. J'en tube 2, j'en tube 3. À un moment donné, ça va bloquer, ça ne fonctionnera plus. Alors celui qui tube en premier a gagné et puis les autres ne peuvent plus le faire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est entre guillemets,
interdit. Allez, je dis c'est interdit, je ne sais pas si c'est interdit s'il y a un règlement qui l'interdit. En tout cas, c'est pas la règle bonne pratique. Très bien, alors nous allons prendre une dernière question. Donc une cheminée Shunt, hein, présente la particularité que le dernier étage ne peut avoir, de déviation vers le collecteur et le conduit de cet étage sort du toit directement. Peut-on exploiter ce conduit, certes collectif, mais de facto à jouissance exclusive? Peut-on y passer un tubage concentrique individuel? Alors au niveau technique, il y a aucun souci, hein. Ce conduit comme, c'est mentionné dans la question, ce conduit, individuel part de l'appartement et arrive, directement, en toiture, hein. Si on enlève le chapeau au-dessus d'un conduit collectif de type shunt, on va retrouver le conduit individuel et on va retrouver juste à côté on va retrouver, pardon, le conduit collectif et juste à côté le dernier, conduit individuel et donc qui est, qui n'est raccordé que sur la chaudière du dernier étage. Donc à ce moment-là, quel que soit, ce qu'on fait avec, ce conduit individuel, ça n'aura aucune incidence sur le bon fonctionnement du conduit collectif. Donc oui, on peut le boucher, le supprimer, utiliser un tubage concentrique à l'intérieur, de tubage parallèle, peu importe. Ça n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement du conduit collectif et donc sur le fonctionnement des autres appareils raccordés. OK, alors je vois Alors qu'il est-ce y qu'au a 2 niveau du règlement d'ordre intérieur, il y a quelque chose qui l'en empêche? Ça je n'en sais rien, mais au niveau technique en tout cas, il y a pas de problème. alors je vois qu'il y a 2 dernières questions. Ça vous va si je les Oui, oui, prends? bien sûr. OK. Alors donc apparemment, il existe de nombreuses solutions, techniques. Donc le plus grand problème restant, semble être de mettre tous les copropriétaires aux mêmes longueurs d'onde. Avez-vous des conseils? Alors non, personnellement, j'ai pas de conseil. Je n'ai jamais été, moi-même personnellement dans cette situation. C'est allez, c'est, comment dire? Ça, c'est plus un problème, d'ordre social. Heu, pour moi, allez, des conseils, je peux quand même, je vais pas dire en inventer, mais je peux quand même en donner. C'est de planifier ça à l'avance, de le budgétiser. Heu, mais voilà, ces conduits ont été installés dans les années 60, donc années 60, les années 70. Heu, donc les appareils ont déjà été remplacés une fois ou plusieurs fois, donc il y a déjà un décalage, heu, entre la durée de vie de tous les appareils qui sont installés. Donc il y aura toujours un propriétaire qui aura, investi, récemment, dans un appareil. Oui, moi, mon conseil, c'est de le planifier, de le budgétiser et même de budgétiser, le payer pour des propriétaires récalcitrants. Voilà, sinon on est finalement dans une situation insoluble où il y a toujours un propriétaire, qui ne sera pas d'accord de faire les travaux parce qu'il vient de réaliser, le remplacement de son appareil. Mais en tout cas, en parler à la copropriété, soulever le problème, identifier, parce que voilà, les parfois, sur une colonne, verticale, ce qui apparaît comme une colonne verticale, il peut y avoir, plusieurs conditions qui sont raccordés en parallèle. Donc identifier, quels propriétaires, sont raccordés simultanément sur quel conduit collectif, parce que finalement ce sont ces propriétaires-là qui devront se mettre, d'accord au même moment. Après, est-ce que c'est facile quand 2 conduits, maçonnés sont situés l'un à côté de l'autre, de travailler sur l'un sans abîmer l'autre? Ah, ça, c'est, les contraintes techniques du chantier, qui peuvent être un peu plus compliquées que juste des questions théoriques comme on vient d'en parler maintenant, hein. L'idéal, c'est évidemment que tout le monde soit d'accord en même temps, mais en tout cas, voilà, identifier, quels propriétaires sont concernés, les informer, hein, pour qu'ils soient au courant. Voilà, si vous remplacez maintenant votre ancienne chaudière B11BS par une nouvelle chaudière B11BS, eh ben, on est reparti pour 20 ans. Donc voilà, les informer et essayer de planifier une intervention, de la budgétiser, de faire des provisions, oui, avec le syndic de l'immeuble, avec la copropriété, mais pas de recette miracle. Alors quand il y a, 250 propriétaires dans la salle, c'est pas évident à gérer. Quand il y a 4 propriétaires, qui se réunissent, autour d'un sandwich, c'est bien évidemment, plus facile, mais pas de recette miracle. Ça va. Et la dernière question, quelle est la durée de vie d'une chaudière à haut rendement? Quand faut-il commencer à envisager les travaux de nouveaux tubages pour ne pas être pris au dépourvu?
Alors, je vais d'abord commencer à répondre, à la deuxième partie de la question, hein. Le tubage, il est réalisé au moment du remplacement du nouvel appareil, donc tout ça se fait simultanément. Le tubage fait partie finalement du nouvel appareil, qui est installé. Et alors, quelle est la durée de vie d'une chaudière au rendement? Ben, on annonce généralement pour les petites chaudières murales au gaz une durée de vie d'une petite vingtaine d'années. Voilà, maintenant c'est un chiffre qui est souvent donné comme ça, hein. Ça peut être, plus, ça peut être moins, mais voilà, on parle généralement d'une vingtaine d'années. Très bien. C'était la dernière question. Hem, je regarde encore là, non, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur Cuborne. Alors à toutes les Voilà. personnes qui sont encore là, nous arrivons tout doucement à la fin, de notre cycle de conférences. Donc, la prochaine aura lieu, donc la dernière en fait aura lieu, le 10 décembre. Donc c'est sur la réparation des pierres en façade, donc conférence de monsieur Richard Thomas. Merci à tous, merci beaucoup monsieur Cuborne. N'hésitez pas à compléter votre enquête de satisfaction et à nous faire des suggestions si, s'il y a des points que vous pensez qu'il serait utile à développer pour notre prochain cycle éventuellement. Voilà, merci beaucoup monsieur Cuborne. Bon après-midi à tous et à Bonne journée très à tous. bientôt. Au Au revoir. revoir.